Alors, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui porte sur la construction d'un indicateur statistique à partir de l'analyse en composantes principales. Nous avions, il y a de cela quelques semaines, produit un tutoriel qui portait sur l'analyse en composantes principales, partant de la théorie à la pratique. Alors, dans ce tutoriel, nous allons principalement vous montrer comment utiliser une analyse en composantes principales pour pouvoir construire un indicateur statistique. Alors, vous pouvez avoir été confronté à des situations pratiques dans lesquelles vous aviez besoin, vous aviez une base de données portant des données soit qualitatives ou alors qualitatives ordonnées ou alors quantitatives et vous ne savez pas comment utiliser tous vos différentes variables, indicateurs de votre base de données pour pouvoir construire un indicateur et l'interpréter. Alors, ce tutoriel vient répondre à votre question et nous allons vous montrer de façon pratique comment partir de données réelles pouvoir, à partir d'une analyse en composante principale, construire un indicateur statistique. Alors, d'entrée de jeu, nous vous avions dit que nous avions signalé que l'analyse, la connaissance de l'analyse en composante principale était un prérequis pour pouvoir bien assimiler, bien comprendre ce tutoriel. Mais toutefois, nous allons vous préciser que dans une analyse en composante principale, pour que vous ayez la mémoire fraîche, on a un individu sur lequel on a observé un certain nombre de variables quantitatives. Également, pour ce qui est de l'analyse en composante principale, on peut également avoir des variables qualitatives mais ordonnées, de telle sorte que l'on puisse les considérer comme des variables quantitatives. Donc, si vous avez P variables quantitatives observées sur un individu, ou alors P variables qualitatives, ou alors quantitative et qualitative ordonnée, vous pouvez faire une analyse en composantes principales qui permet d'explorer les liaisons entre variables et les ressemblances entre individus de telle sorte que l'on puisse visualiser les individus, la notion de distance entre les individus, visualiser les variables en fonction de leur corrélation, mais seulement aller au-delà de là, pouvoir construire à partir de nos différents variables des indicateurs qui pourront permettre de classifier nos individus dans le sens du premier au dernier parmi nos individus selon le critère, selon le type, les types de base de variables et d'indicateurs que nous voulons obtenir à la fin. Et donc, dans le cadre d'une analyse en composante principale, on a une matrice de données. Donc, on a représenté sur chaque ligne un individu et sur les colonnes les différentes réalisations des différentes variables qui caractérisent notre base de données ou alors chaque individu. Et donc, à partir de cette matrice de données, nous allons également vous présenter un cas pratique. Par exemple, on a des données sur en fait, des données socio-économiques sur un certain nombre de pays que nous avons numérotées par les chiffres un 2 3 et plus. Donc, on a par exemple le produit national brut, on a relevé le produit national brut, on a relevé par exemple le produit national brut agricole, on a relevé le produit national brut individuel, industriel, on a relevé le produit national brut des services, on a relevé l'espérance de vie, le taux de mortalité, le pourcentage de la population urbaine, le pourcentage d'analphabètes, et ainsi de suite. Le nombre de voitures, par exemple, par individu, le nombre d'ordinateurs par individu. Et donc, à partir de ces données-là, on voudrait par exemple construire un indicateur socio-économique qui pourrait permettre de savoir quel est le pays qui est plus ou moins avancé en termes socio-économiques, par exemple.
vous avez tout cette, toutes ces variables-là que vous avez observées sur vos individus qui sont des pays, par exemple. Vous voulez trouver une échelle pour pouvoir comparer les différents pays. Nous allons vous montrer comment, à partir d'une analyse en composantes principales, vous pourriez bien évidemment construire un indicateur qui pourra permettre de donner un classement du pays par niveau de développement. Nous pouvons également pouvoir, par exemple, calculer un indice de fonctionnement d'une organisation. Moi, je l'ai fait pour l'organisation pour laquelle je travaille déjà. Et donc, pour ce qui est de cet indice de fonctionnement-là, Golac a recensé un certain nombre de facteurs, d'axes ou un certain nombre de dimensions qui permettent de caractériser le fonctionnement d'une organisation. On a par exemple l'intensité et le temps de travail. Et donc, un certain nombre de questions peuvent être adressées à l'effet de capter l'intensité, le temps de travail, qui est un facteur qui peut expliquer, qui peut permettre d'expliquer le fonctionnement d'une organisation. Par exemple, la question: êtes-vous soumis à des contraintes de rythme de travail élevées? Les modalités sont toujours, souvent, parfois, jamais, ou alors jamais. Et donc, ces différentes questions-là que vous pouvez voir affichées à votre écran peuvent permettre de capter, par exemple, les éléments sur l'intensité et le temps du travail. Il y a beaucoup d'autres questions qui peuvent y afférer, mais nous allons nous limiter juste à ces trois questions sur l'intensité et temps de travail. Une autre dimension du fonctionnement, c'est par exemple les exigences émotionnelles. On peut chercher à savoir si vous êtes confronté à des situations de tension au niveau de votre organisation. Est-ce que c'est le cas? Toujours, souvent, parfois, jamais. Vous allez vous rendre compte que nos questions sont des questions ordinales, cette fois-ci qualitatives, mais ordonnées. Donc, de telle sorte qu'une analyse en composante principale que nous allons faire plus tard pourra nous permettre de construire un indicateur de fonctionnement basé naturellement sur ces différentes dimensions du fonctionnement. Alors, une autre dimension, c'est par exemple l'autonomie au travail. Vous pouvez être amené à chercher à savoir si vous avez des marges de manœuvre dans la manière de réaliser votre travail par atteinte d'objectifs fixés, ou alors par exemple en modifiant des délais fixés, par exemple. Ça peut permettre de capter le fonctionnement d'un service, et c'est dans la section autonomie au travail. On a également la dimension rapports sociaux au travail. Les relations entre collègues sont-elles bonnes? Confiance, contrainte, convivialité. Elles peuvent permettre de capter le fonctionnement d'une organisation. Est-ce que, comme cinquième axe, il y a des conflits de valeurs? Le cinquième axe, c'est bel et bien des conflits de valeurs. Et donc, on peut avoir des considérations que vous faites un travail de qualité. Voilà, vous pouvez être noté sur ces différents aspects-là qui peuvent être considérés comme des conflits de valeurs. Voilà. Le dernier axe sur le fonctionnement qui a été identifié par Golac, c'est la sécurité au poste de travail et de la carrière. Au vu de toutes vos offres, vos perspectives de promotion sont-elles satisfaisantes? Voilà, vous pouvez y répondre. Vous voyez que les modalités sont bel et bien ordonnées. Donc, vous avez par exemple ces informations sur le fonctionnement d'une organisation. Vous pouvez, étant donné que dans chaque organisation, il peut y avoir des individus qui peuvent être des structures de l'organisation. Si vous avez collecté des informations sur les différents individus de l'organisation, vous pouvez par exemple faire une analyse en composante principale pour pouvoir calculer un indicateur qui pourra savoir quel est l'individu qui a un score de fonctionnement meilleur via l'analyse en composante principale. Et nous allons vous montrer comment ça se passe en utilisant une analyse en composante principale. Et donc, par exemple, pour illustrer cela, vous savez tous que lorsqu'on fait une analyse en composante principale,
Nous prenons par exemple un cas où on a par exemple 8 individus, où on a calculé les différentes valeurs propres. Vous avez le total de chaque valeur propre, nous avons le pourcentage de la variance expliqué par la valeur propre, nous avons la valeur propre cumulée. Et vous savez que nous avons choisi par exemple de retenir les axes qui ont une valeur, les axes qui représentent par exemple 80, près de 80% d'inertie. Vous voyez que les 4 premiers axes d'après le critère de cumul de valeurs propres permettent de cumuler 80% d'informations. Et donc à partir de ces 4 axes par exemple, on peut à partir de nos 4 premières composantes, nous pouvons construire un indicateur de fonctionnement. Nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire en utilisant une analyse en composantes principales. Donc, nous avons dans ce cas par exemple 8 composantes principales et donc les 4 premières permettent de retenir près de 80% d'inertie. Et donc, ceci étant fait, que ce soit dans le cas de l'indice, les caractéristiques socio-économiques dont nous avons décrit plus haut, ou alors le cas du fonctionnement, de l'indice de fonctionnement, on peut calculer un indice de fonctionnement en faisant une moyenne pondérée des coordonnées de chaque individu, une moyenne pondérée des coordonnées des individus, où les pondérations sont la part d'inertie représentée par l'axe correspondant. Et donc, vous voyez donc que notre indice se calcule comme combinaison linéaire, comme je l'ai dit tantôt, des coordonnées de chaque individu dans l'axe considéré. Si nous supposons ici que nous avons retenu Q-axe dans notre qui représente par exemple un certain pourcentage, par exemple 80% d'inertie, nous calculons tout simplement notre indice en faisant une moyenne pondérée des coordonnées de notre individu et donc les pondérations sont la part d'inertie, autrement dit la valeur propre associée divisée par la somme des valeurs propres que nous avons considérées, des axes que nous avons considérés dans le calcul de notre indicateur. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser une analyse en composantes principales pour pouvoir construire un indicateur qui peut être un indicateur socio-démographique, socio-économique, ou alors un indicateur de fonctionnement par exemple, ou alors un indicateur de je sais pas moi trop quoi. Donc vous avez tous les éléments qu'il faut, mais il faut retenir également que au-delà du calcul de l'indicateur et du classement des individus, vous pouvez par exemple utiliser par exemple les contributions par exemple de chaque axe, pouvoir expliquer par exemple pourquoi tel individu ou tel autre a un indice plus élevé. Donc la méthode ne permet pas seulement de classifier les individus, mais elle permet d'expliquer au moyen de contribution par exemple de chaque variable, ou alors de chaque composante principale. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'indicateur soit élevé pour un individu plutôt que un autre. Et donc, plus une composante principale ou une variable va contribuer à un indice, plus il va falloir agir sur les variables qui contribuent le moins pour pouvoir améliorer le fonctionnement d'un individu. Et donc, vous avez tous les éléments qu'il faut pour pouvoir construire et interpréter un indicateur statistique construit au moyen
d'analyse en composante principale. Donc, c'était tout pour ce tutoriel et nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.